Le Redoutable a été construit à l'arsenal de Cherbourg et lancé le 29 mars 1967. Il est admis au service actif le 1er décembre 1971. Pour ce qui est de l'armement, le Redoutable constitue une pièce maîtresse de la dissuasion française parce qu'il embarquait 16 missiles nucléaires. Le kiosque était le centre nerveux du navire et c'était aussi le centre de commandement. Le Redoutable est très bien propulsé car il présente une chaufferie nucléaire, ce qui le dispense des problèmes de ravitaillement en carburant. Le Redoutable possède des radars dont un sonar et un détecteur de radar. Il utilise aussi un périscope pour observer autour de lui. Pour ce qui est de l'équipage, la vie à bord était très dure parce que les membres d'équipage ne voyaient pas le jour pendant 65 jours pendant les patrouilles. Une des pièces maîtresses des emménagements à bord était l'hôpital parce que comme il n'y avait pas d'air frais à bord, cela apportait des maladies. Il fallait évidemment que l'équipage soit opérationnel à tout moment. Le Redoutable accueillait 135 hommes par patrouille. Le stockage des vivres de croisière est aussi appelé le commissariat. Le document date de 1969. Il a été travaillé avec soin, comportant les menus, les vivres et la quantité de nourriture. Alors on a ici un tableau type d'une journée de travail pour les sous-mariniers. Et la journée était organisée par quart. Pendant leur patrouille, ils n'avaient jamais une nuit de sommeil complète. Alors, les repas de fête, c'était bien sûr exceptionnel sur un sous-marin. Et ça leur apportait du réconfort, parce que déjà, passer les fêtes loin de sa famille, ça ne devait pas être évident. Et le repas, c'était bien sûr un des moments les plus importants, convivial, sur un sous-marin. Donc voilà pour ce qui est de l'historique du Redoutable. Donc ensuite, on a fait le lien avec les mathématiques, parce que cette année, on étudie les statistiques, et on a pris quelque chose du quotidien à bord. Par exemple, le pain, on a cherché à savoir quelle quantité de farine, par exemple, il fallait embarquer pour toute une patrouille. Donc on a utilisé l'émulateur Texas en ligne, et on a élaboré un tableau Excel en utilisant des formules de moyenne. On en a conclu qu'il fallait 194 baguettes à peu près en moyenne par jour pour l'équipage. Ça représente 49 kilos de farine. Et pour faire juste du pain pendant 65 jours à bord du Redoutable, il faut 3159 kilos de farine. Alors voilà, notre exposé touche à sa fin. Alors nos sincères remerciements à Monsieur Jean Lilias et Marcel Lelibou, qui sont des sous-mariniers à la retraite, qu'on a rencontré ici, à Madame Stéphanie Jobert, qui est la coordinatrice pédagogique de la Cité de la Mer, et à la Cité de la Mer pour son accueil. Alors nous, on a décidé de travailler sur le Redoutable et sur une partie bien précise du Redoutable, à savoir l'oxygène. Alors, au long de notre méthode, on a essayé de savoir combien il fallait de mètres cubes d'eau de mer pour extraire suffisamment d'oxygène pour un équipage du Redoutable, à savoir 270 hommes, donc 2 équipes de 135 pour une expédition de 70 jours. Grâce à plusieurs sites, on a pu établir une moyenne qu'un homme consomme 12 000 litres d'air par jour. En sachant que 21% de cet air est composé d'oxygène, nous avons pu obtenir le nombre de 2520 litres d'oxygène respirés par jour par un seul homme. Donc, comme dans le Redoutable, il y a 270 hommes, nous avons fait le calcul pour arriver à un total de 680 400 litres d'oxygène par jour. Et comme une mission dure en moyenne ici 70 jours, nous obtenons le nombre conséquent de 47 628 000 litres d'oxygène pour 70 jours et 270 hommes, ce qui équivaut à 47 628 mètres cubes d'oxygène. Donc en sachant que l'eau de mer contient 34% d'oxygène, dans 1 mètre cube d'eau de mer, il y a 0,34 mètres cubes d'oxygène. Et donc par proportionnalité, il faut 140 000 mètres cubes d'eau de mer pour alimenter tout l'équipage en oxygène, soit l'équivalent d'environ 125 piscines. Alors tout au long de notre démarche, on a rencontré quelques problèmes. On a par exemple dû prendre uniquement la teneur en oxygène de l'eau à une pression de 1 bar, parce que sinon on aurait dû prendre en compte que le sous-marin s'alimente en oxygène pendant sa descente. Il aurait également fallu prendre en compte la teneur en oxygène de l'eau
en fonction de la pression qu'elle subit. En ce qui concerne l'oxygène, nous avons également dû prendre une valeur moyenne, car les données concernant la quantité d'oxygène consommée par un homme varient en fonction des différents sites. Nous n'absorbons pas tout le temps la même quantité d'eau, d'air toute la journée, cela dépend de l'activité que l'on pratique. De plus, chaque océan a sa propre teneur en oxygène. Les calculs ont été faits en fonction de conditions optimales d'extraction, sans tenir compte des éventuelles déperditions. Nous allons vous parler des missiles du redoutable, plus particulièrement le M20. Donc, un missile, c'est un projectile autopropulsé et guidé. Le missile M20 est le 3e missile mer-sol balistique stratégique français. Les sous-marins nucléaires, lanceurs et engins, appelés SNLE, pouvaient emporter 16 missiles chacun. Le dernier sous-marin à utiliser le M20 fut le redoutable. Il fut retiré du service en 1991. Il y eut 100 exemplaires produits. Le M20 fait environ 20 tonnes. Nous avons fait le bilan des forces exercées sur le missile M20. Au début, nous avons calculé la poussée d'Archimède, est égale à la puissance exercée de l'air fois le volume exercé du missile fois la gravité. Ensuite, nous avons calculé le volume du missile. On l'a assimilé à un volume d'un cylindre. Pierre au carré fois la hauteur. On a obtenu comme résultat final 234,259. Nous avons après calculé le poids du missile. Donc la formule P est égale à mg. Et nous avons trouvé le résultat final de 196 200 newtons. Nous en avons conclu que la poussée d'Archimède est donc négligeable par rapport au poids du missile. Le problème que nous nous sommes lancés est à quelle heure doit-on lancer le missile pour qu'il touche sa cible à 20 heures. On souhaite atteindre une cible qui est placée en mer à 1291 km du redoutable. La vitesse d'un missile M20 est de Mach 0,9, soit environ 1100 km/h. Comme la vitesse égale la distance sur le temps égale la distance sur la vitesse, on obtient donc 1291 km sur 1100 km/h. On obtient 117 heures, on convertit en heures-minutes, ce qui nous donne 1 heure et 10 minutes. Ensuite, nous prenons 20 heures, nous faisons 20 heures moins 1 heure 10, ce qui nous donne 18h50. Et nous devons donc lancer le missile à 18h50 pour qu'il touche sa cible à 20 heures. Merci pour votre attention. Nous allons vous présenter un exposé sur la propulsion nucléaire. La France possède 11 bâtiments à propulsion nucléaire, 10 sous-marins et le porte-avions Charles de Gaulle. Le premier sous-marin nucléaire fut le Redoutable, qui est actuellement exposé à la Cité de la Mer de Cherbourg. Nous allons vous parler des grands principes de la propulsion nucléaire. Nous verrons que les maths, par l'intermédiaire d'équations, y jouent un rôle très important. Voyons donc quelques exemples. Voici le schéma d'un système de propulsion d'un sous-marin à propulsion nucléaire. Donc on retrouve donc l'hélice qui est actionnée par l'intermédiaire de 2 circuits, un circuit primaire et un circuit secondaire. Donc on voit que de l'eau circule dans chacun des 2 circuits. L'eau du circuit primaire est une eau radioactive et ne doit jamais rentrer en contact avec l'eau du circuit secondaire. Donc on voit que tout part du réacteur, c'est là qu'est produit la fission. Cette fission provoque un gros dégagement de chaleur qui va augmenter la température de l'eau jusqu'à 300 degrés. L'eau donc ainsi produite va permettre de vaporiser l'eau présente dans le générateur de vapeur du circuit secondaire. Et la vapeur ainsi produite va actionner 2 turbines. La première turbine permettra le fonctionnement d'un turbo-alternateur qui fournira l'électricité à tout le bâtiment. Et la deuxième turbine, par l'intermédiaire d'une ligne d'arbres, mettra en rotation l'hélice, ce qui permettra ainsi le déplacement du sous-marin. Et la vapeur, après être passée par les turbines, est récupérée par un condenseur et liquéfiée pour former ainsi un cycle. Donc nous allons nous intéresser tout particulièrement au réacteur et à la fission qui est produite dedans. On va voir que c'est cette fission qui est à l'origine du déplacement du sous-marin. Nous pouvons voir sur ce diaporama
Albert Einstein, qui démontra E égale mc2, équation de l'équivalence masse-énergie, notamment utilisée pour la fission. Certains noyaux, uranium et ses isotopes, sont capables de fissionner lorsqu'ils sont bombardés par des neutrons. Propulsion nucléaire, on utilise une fission contrôlée, un neutron en entrée et un neutron en sortie capable de faire cette nouvelle fission. Le bilan de cette équation est Q égale delta M fois C au carré, qui est inférieur à 0. Alors, il en résulte une perte de masse, soit une perte d'énergie de masse, mais comme rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme, une partie de cette masse est transformée en gain d'énergie cinétique des produits de fission qui vont être mis en mouvement. Par le biais de frottement, il va y avoir une production de chaleur qui va être emmagasinée dans les gaines en zircaloï qui vont permettre de chauffer l'eau du primaire. C'est ce qu'on appelle l'évacuation de puissance. 2 neutrons sur 3 seront perdus, sinon il y aurait une réaction explosive. On voit ici le diagramme PT, soit diagramme pression-température. Il montre l'évolution de la température d'ébullition de l'eau en fonction de sa pression. On voit qu'à 1 bar, l'eau bout à 100 degrés. Mais dans le réacteur, pour avoir un meilleur rendement, on chauffe l'eau à 300 degrés. Pour cela, une pression de 86 bars suffirait. Mais pour avoir une marge de sécurité et pour éviter que l'eau ne se vaporise, on met l'eau sous pression à 110 bars, car si l'eau redevenait vapeur, cela pourrait entraîner une fuite du cœur. On voit ici que c'est le pressuriseur qui met sous pression l'eau et qui permet ainsi au réacteur d'avoir un bon rendement. Voici donc le secondaire. TC représente la température chaude de l'eau du primaire et TF représente la température froide de l'eau du secondaire. Nous allons voir par le biais d'une formule mathématique comment calculer le rendement pour les machines thermiques. Ça s'appelle le rendement de Carnot. Donc voici l'équation. Eta égale 1 moins TF sur TC. Eta représente le rendement énergétique et TF représente la température de l'eau du secondaire. Pour avoir un meilleur rendement possible, il faut que la solution de l'équation se rapproche le plus possible de 1. Pour cela, il faut que la température chaude, TC, soit la plus haute possible et que la température froide, TF, soit la plus basse possible. En conclusion, la propulsion nucléaire doit répondre à quelques grandes exigences. Premièrement, être silencieux pour ne pas être repéré. Deuxièmement, avoir une grande autonomie. Et troisièmement, fonctionner de manière anaérobie, c'est-à-dire ne pas consommer l'air extérieur. Cependant, la propulsion nucléaire nécessite une formation spécifique du personnel vis-à-vis de la sécurité et du confinement des matières radioactives. Merci. Pendant cet exposé, nous allons vous montrer comment un sous-marin flotte-t-il, comment fait-il pour plonger, et nous finirons par vous expliquer qu'un sous-marin a une profondeur de plongée limitée. Pourquoi un sous-marin flotte-t-il? Nous allons le démontrer grâce à la poussée d'Archimède. Tout solide plongé dans un liquide subit de la part de celui-ci une poussée verticale de bas en haut. Cette force de poussée verticale est variable en fonction du volume immergé, VI, du corps, de la masse volumique, P, du fluide, etc. On a donc tout corps flottant, FA, supérieur ou égal à P. Lorsque le sous-marin plonge, l'air des ballasts est expulsé et remplacé par de l'eau. La masse totale du sous-marin est alors de 9000 tonnes. Mais en revanche, la poussée d'Archimède n'a pas varié, puisque le poids est plus intense que la poussée d'Archimède. Le redoutable va donc plonger. Ici, on a donc les 3 états du sous-marin. Donc, dans le premier schéma, on voit que quand le sous-marin est en surface, FA est plus grand que P. Quand le sous-marin est en surface, FA peut être aussi égal à P. Et quand celui-ci plonge, FA est donc plus petit que P. Donc, nous allons vérifier cela par des calculs. Donc, on a un sous-marin qui fait 8080 tonnes en surface et 9000 tonnes en plongée. Une eau de mer qui a une masse volumique ρ d'environ 1016 kg par mètre cube. La gravité petit g sur Terre est égale à 9,80 Newton par kilogramme. Et on approche le volume du sous-marin à environ 8700 mètres cubes. Nous allons calculer la poussée d'Archimède du sous-marin grâce à la formule FA égale ρ fluide fois VI fois G.
Tout calcul fait, on obtient environ 87 millions de newtons. Et le sous-marin, son poids en surface, on obtient environ 80 millions de tonnes. Donc P est plus petit que FA, donc le sous-marin flotte. Et pour le poids du sous-marin en plongée, on obtient environ 88 millions de newtons. Donc puisque FA n'a pas changé, le sous-marin plonge. Ensuite, nous allons voir qu'un sous-marin subit des pressions lors de sa plongée. C'est le principe de Pascal. On a réalisé un graphique à partir de la formule suivante, P égale ρ mer fois gravité fois hauteur de la mer, avec une masse volumique pour l'eau de 1016 kg par mètre cube, une gravité sur Terre de 9,80 Newton par kg et d'une hauteur h variable. On mettra le résultat en bar. Un bar équivaut à 1 fois 10 puissance 5 pascal au lieu de le mettre en pascal. Ce graphique nous montre la pression en bar par rapport à la profondeur en mètres. On peut voir que c'est une fonction linéaire car la courbe est droite et qu'elle passe par l'origine. On peut noter qu'un bar équivaut à une force d'environ 1 kg par centimètre cube. Le sous-marin ne peut donc pas plonger en dessous de 500 mètres. Merci de votre attention.